C'était samedi soir dernier à l'Arena Futuroscope de Poitiers. L'organisation Hexagone MMA, née en 2021, peu après la légalisation de cet art martial mixte, propose une soirée et 8 combats. Au centre de la salle, cette fameuse cage, l'Octogone, qui a fait la gloire de ce sport popularisé par l'UFC, la plus grande ligue de MMA du monde, née en 1993 aux États-Unis et qui a largement conquis le monde entier. Ce soir-là, les combattants et combattantes viennent du Sénégal, d'Afghanistan, de République tchèque, du Brésil, d'Allemagne, du Paraguay, d'Arménie ou d'Écosse. Ils sont issus des rangs du kickboxing, du judo, de la lutte sénégalaise, de la boxe anglaise ou de la savate ou encore du jiu-jitsu brésilien. L'événement est complet, les spectateurs vont de 15 à 70 ans, les femmes représentent un bon quart de l'assistance et tout cela est retransmis à l'antenne de la chaîne RMC Sport. Dans l'imaginaire collectif, cette discipline reste pourtant précédée encore aujourd'hui d'une réputation sulfureuse de sport de brutes, sans règles, de déchaînement de violence. Mais depuis sa légalisation et son rattachement à la Fédération française de boxe en 2020, fruit d'un combat intense, c'est la déferlante. Clubs, adhérents, téléspectateurs, abonnés sur les réseaux, tous les chiffres sont exponentiels. Alors comment expliquer l'essor du MMA en France ? Faut-il y voir la déclinaison hexagonale d'une passion mondiale, un effet de mode lié à la nouveauté dans les sports de combat, l'avènement d'une discipline portée aussi par un écosystème né d'une alliance de la télévision, des réseaux sociaux et de ces fameux trash talk, ces invectives largement mises en scène entre combattants pour faire monter la pression avant les matchs. Comment lire ce besoin de regarder ou de participer à des joutes dans une cage, à l'image des gladiateurs d'antan, et cet appétit de violence, certes ritualisé, mais qui interroge notre rapport à l'autre. Au sommaire de Douce France, à Poitiers, le MMA remplit les arénas. Venez, je vous emmène. Bonsoir Bertrand Amoussou. Bonsoir. Vous êtes ancien judoka, ancien champion du monde de Jiu-Jitsu, ancien président de l'IMAF, l'International Mixed Martial Art Federation, donc la fédération internationale du MMA. Vous êtes un pionnier justement de cet art martial, de ces arts. Enfin, je ne sais pas comment on doit dire d'ailleurs. C'est un art martial. C'est devenu un art martial à part entière. C'est devenu un art martial à part entière. Et vous êtes surtout un artisan de sa légalisation en France. Vous venez de signer Hors de la cage aux éditions Kokoro. Ça vient de sortir. Merci à vous d'être avec nous. Et à distance, Yann Ramirez, bonsoir. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Vous êtes sociologue, chercheur associé en STAPS à l'Université de Montpellier et vous avez signé dans la cage du MMA Sociologie d'un sport du 21e siècle. Ça a paru aux éditions Atland en 2021. C'est une mine d'informations extrêmement qui nous plonge justement dans la réalité de ce sport. Bienvenue à vous. 7000 licenciés environ, mais 60 000 pratiquants, plus 338% de licenciés rien qu'en 2024. Ces arts martiaux mix, ça représente 150 à 200% d'expansion par an depuis 2020. Comment, Yann Ramirez, vous expliquez cette folie MMA ? Alors, c'est une folie qui est mondiale, déjà. C'est la base, déjà, du succès, c'est que ça ne touche pas uniquement la France. On l'a entendu dans l'extrait en introduction. Donc, c'est une folie mondiale qui s'appuie sur, déjà, une pratique universelle et intemporelle qu'est la lutte, par exemple. La lutte qu'on retrouve sur tous les continents et qui a traversé les siècles. La lutte est un exemple de pratique de base pour le MMA. Et en France, on a tendance peut-être à oublier que les sports de combat, les arts martiaux, ont une place importante dans l'histoire du sport en France. Et ça permet d'avoir une espèce de background qui a été le terreau pour l'expansion d'aujourd'hui. Bertrand Amoussou, vous, je le disais, vous êtes ancien judoka, ancien champion du monde de Jiu-Jitsu. Comment vous vous mettez au MMA ? Pourquoi ? Alors moi, ça a été un parcours un petit peu imprévu. En 95, après mon premier titre de champion du monde de Jiu-Jitsu en 94, j'ai un Brésilien qui est dans ma catégorie, que je ne rencontre pas. Je gagne ce championnat du monde et il vient me voir et c'est lui qui me parle de Vale Tudo en premier. C'était vraiment les premières appellations de ce qui va devenir le MMA. On disait au Brésil Vale Tudo, aux États-Unis on disait No Hold Barred, NHB. Le terme MMA et même Free Fight d'ailleurs en France n'existait pas encore. Il n'y avait pas encore Internet, donc ça n'avait pas encore voyagé. Je suis invité donc l'année d'après, en 95, à participer à un premier Vale Tudo international, le premier Vale Tudo international. Et j'y vais comme un judoka en fait. J'y vais vraiment
comme un judoka avec mon Mais kimono. l'objectif, c'était quoi? Ça veut dire que l'idée, c'était de vous faire vous rencontrer entre arts martiaux? Mais en fait, l'idée et la construction de ce sport qui est devenu le MMA, c'était de savoir, en fait, de répondre à la question, quel est le sport de combat le plus efficace? Tout le monde s'est C'est posé qui le cette plus fort? question-là. Ben oui, En gros, c'est qui le plus fort? mais C'est bien parti sûr. de là. Ben, t'es champion du monde de judo, t'es champion du monde de karaté. Si À vous vous quoi ça rencontrez, qui tient? c'est qui va gagner? Ben oui. Ouais, c'est vrai qu'on est... Bon, dit comme ça, je comprends. Ah, c'est clair. Mais c'est ça, parce que quand on fait un sport de combat, c'est pour être le meilleur, Mmh. et il n'y avait jamais de croisement entre sports de combat. Et la question restait toujours posée, comme ça en suspens, et ben, le MMA a amené des éléments de réponse. Et est-ce que c'est vous qui avez gagné? C'est-à-dire? Est-ce que c'est vous qui avez gagné? Est-ce que c'est le judo qui a gagné? Qui Ah, était est-ce le que... plus fort? Ah non, non, en fait la question, on s'est rendu compte que la question avait mal été posée. D'accord. Parce que finalement, alors au début, on s'est dit c'est le jiu-jitsu brésilien parce que Royce Gracie a gagné 4 UFC 3 UFC sur 4. Mais en fait, en avançant et en voyant les gens se spécialiser dans chaque discipline, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est pas la bonne question qu'il fallait poser. Mmh. C'est pas quel est le sport de combat le plus efficace, parce qu'ils sont tous efficaces. C'est que doit maîtriser un combattant pour être le plus fort possible. Mmh. Yann Ramirez? Oui, et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la culture du défi qui, notamment en France, a été très importante. On a même des anciens ministres qui ont allé jusqu'à utiliser le défi. Et on retrouve un petit peu cette forme dans la naissance du Vale-Tudo, par exemple, qui est devenu voilà, le MMA d'aujourd'hui. C'est cette idée de défier. On le retrouve encore un petit peu de temps en temps sur des événements où on vient défier le champion. Donc cette culture du défi, eh ben, par exemple, en France, elle a été très présente historiquement. Alors, cette culture, elle a fini par effectivement conquérir le monde, mais la France a été l'un des derniers pays du monde, avec la Thaïlande, où il faisait de l'ombre au Muay Thai, le sport national, et la Norvège, qui est opposée aux disciplines qui peuvent entraîner un chaos. La France a été l'un des derniers pays du monde à le légaliser en 2020. Pourquoi est-ce qu'il a fallu lutter pendant 15 ans, Bertrand Amoussou, pour obtenir cette légalisation, selon vous? Alors, c'est vrai que le chemin a été long, mais si on y regarde de plus près, c'est rassurant. Je ne suis pas la bonne personne à qui doit dire ça, parce Mmh. que 15 ans, ça a été long, mais ça veut dire qu'on est quand même dans un système qui fait attention Ouais. à, Il a à fallu ce qu'on cadrer. propose. Mmh. Voilà. Le seul problème, c'est que les réponses, on les a données assez tôt, et si les autorités publiques s'étaient un petit peu penchées sur le sujet, on aurait dû être légalisé plus tôt. En 2011, hein, par exemple, Chantal Joanneau, ministre des Sports à l'époque, quand on l'interroge sur le fait de légaliser le MMA, dit: c'est comme si on voulait légaliser les combats de chiens ou de coqs. Yann Ramirez, comment est-ce que vous expliquez cette représentation alors que d'autres pays avaient déjà été de l'avant? Alors, en France, il y avait une espèce de le MMA apparaissait comme une contre-culture, quelque chose qui n'était pas en adéquation avec la culture sportive, historique. C'est-à-dire que nous, en France, on est très quand même coubertarien, olympique, sport olympique, amateur, du coup, qui prône l'amateurisme, qui prône le sport, éducation, loisir. Or, le MMA, eh beh, s'est Mmh. développé par, la compétition et une Et le compétition combat? médiatisée, professionnalisée. Bien sûr. Donc aujourd'hui, il est devenu une pratique, largement pratiquée en loisir, sauf que, bah, au départ, voilà, c'était très médiatisé et sous une forme, il faut le dire, quand même très, très spectaculaire. Donc ça pouvait forcément heurter. Et ça a été les premières approches, du coup, c'est vrai que les autorités publiques, les autres fédérations ont démarré leur connaissance du MMA via ces images hyper spectaculaires. Donc, ben, la cage, le sang provoqué par les coupures, les frappes au sol, c'était évidemment trois éléments visuels du combat qui heurtaient la sensibilité et la culture sportive du moment. Alors justement, plongeons-nous dans l'octogone, si vous me permettez l'expression. C'était il y a une semaine. Après avoir avalé 350 km en voiture, me voici à l'Arena Futuroscope de Poitiers pour une grande soirée organisée donc par Hexagone MMA. Une fois passés les contrôles de sécurité, j'entre dans une enceinte bondée. 4000 personnes ont fait le déplacement. Les prix aussi ce soir entre 40 en tribune et 250 € au plus près de la cage. Justement, dans l'octogone ce soir-là,
Laurane Mahammar, 21 ans, combattante du club local Yofox de Poitiers, fait face à Anna-Louise Burns, joueuse écossaise de 37 ans. L'ambiance est survoltée dans les rangs des supporters du club et de la famille de l'athlète de Poitiers. On écoute. Des supporters et supportrices du coup? Ouais, on fait partie de Yofox. C'est le club de Poitiers de MMA. Vous en faites vous-même? Oui, je suis la femme du coach, moi. Vous aussi vous en faites? Oui, j'en fais sur les cours femmes. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas le MMA, là, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, sa partenaire, elle essaye beaucoup de l'emmener au sol depuis tout à l'heure. Et donc pour aller chercher la soumission et puis le KO. Sauf que Laurane se défend bien en face, donc voilà. Et elle a une partenaire qui est solide aussi. Donc là, elle a gagné? Exactement, en fait, elle a contré la tentative de soumission de la combattante en face et elle a fait une clé. Et du coup, l'adversaire a lâché. A mis fin au combat. Donc c'est Laurane qui gagne sur un KO technique. Ouais. Comment vous allez là maintenant que votre fille a gagné? Et bien maintenant je vais vraiment très bien et je suis très contente et très fière d'elle par rapport à tous les efforts fournis depuis ces 3 derniers mois pour les entraînements, la gestion du poids, du stress et en plus dans sa ville à Poitiers, donc que du bonheur avec son club Yofox, donc voilà, elle me rend très fière. Qu'est-ce que ça vous a fait quand elle vous a annoncé qu'elle allait se mettre au MMA et donc combattre dans une cage? Franchement, le MMA, j'avais vraiment peur. Mais comme elle est dans une salle et avec un entraîneur où il y a vraiment des valeurs sportives, j'ai découvert ce sport et franchement, maintenant, j'apprécie et c'est un vrai sport. Et j'invite tout le monde à s'entraîner parce qu'il y a beaucoup de techniques et c'est pas que du show. Et on n'est pas plus blessé qu'au rugby ou que dans d'autres sports. Donc franchement, c'est vraiment un très beau sport et il faut s'y intéresser. Vous êtes étonné par le nombre de gens qu'il y a dans cette salle pour un samedi soir? Ouais, je suis étonnée et en même temps, le sport aujourd'hui, ça fait partie de notre environnement. Étonnée quand même parce que c'est vrai que c'est un budget, c'est aussi cher qu'un concert, voire même plus. Je crois que les premiers prix, ça commence à 30-40 € et qu'on finit dans les 250 € à peu près. Donc voilà. Mais c'est un vrai spectacle et une vraie orga, un show à l'américaine. Comment vous avez commencé, vous, le MMA? Moi j'ai démarré il y a 3 ans, j'avais fait du karaté ado mais j'avais pas forcément poursuivi et je cherchais un club plutôt de boxe sur Poitiers et j'ai découvert la Yofox et c'est bien plus qu'un club de MMA. Finalement on y retrouve aussi le côté solidarité dans les arts martiaux et c'est ça qui est chouette, un peu une deuxième famille, quoi. Et vous avez fait des combats? Non, je disais que j'étais beaucoup trop vieille pour ça, mais finalement, la combattante face à Laurane avait 37 ans, donc voilà. Et vous avez quel âge? 35. Ah oui, large. Ouais, non, non, franchement, non, je ne serais pas. Après, c'est chouette de voir déjà des femmes combattre, parce que c'est hyper rare. Et que là, Laurane mette le club à l'honneur, et puis aussi pour le côté sport féminin. Non, c'est top, il en faut. Vous aussi, vous faites du MMA? Alors non. Moi, je suis venue supporter Laurane Mahammar, c'est ma nièce. Donc c'était uniquement à sens unique et c'était que pour elle. Mais je suis très fière. Et alors, du coup, vous êtes la femme du coach? C'est ça. Je travaille avec lui, je vis la vie du MMA avec lui. Donc, Et du coup, vous avez combien de personnes dans votre club? Vous avez des licenciés? Oui, on a à peu près 400 licenciés. Donc, ça va de 4 ans à plus de 50 ans. Des girls, des MMA girls. Et puis c'est vrai que c'est un enseignement ludique, avec beaucoup de pédagogie, tout ça. Donc du coup, les gens se sentent en sécurité tout en apprenant ce sport-là. Donc c'est pour ça que ça a beaucoup de succès, en tout cas chez nous. Monsieur le Président, comment vous expliquez-vous l'essor du MMA? C'est un sport à la mode, c'est
les arts martiaux, c'est le mix de tous les arts martiaux, donc ça touche beaucoup de monde. Donc du coup, ça a eu de l'essor. Et puis avec l'UFC, les États-Unis, l'exemple de l'UFC, ça passe à la télé sur RMC Sport, et puis du coup, ça attire beaucoup les jeunes, et c'est une mode. Actuellement, ça a baissé un peu avec les JO, là, parce qu'il y a eu l'effet JO qui a un peu fait baisser un peu le nombre d'adhérents, mais ça a toujours... c'est légal, donc ça attire plus de monde. Les parents ont moins peur que leur enfant fasse des arts martiaux, du MMA notamment. On a eu quelques Français qui ont commencé à briller à l'UFC, et ça a fait connaître ce sport à plus de Français. Et je pense que les Français, c'est des combattants dans l'âme. Donc ils ont atterri vite au MMA. Bertrand Amoussou, vous connaissez ce club, n'est-ce pas? Je connais très bien ce club. Je connais le fondateur, Johan Ruel, parce qu'il a combattu dans l'équipe de France à l'époque. On n'était pas légal, mais j'avais créé donc la commission française de MMA. Et on a amené des combattants français combattre aux différents championnats officiels de l'IMAF, Europe, Monde. Et Johan avait combattu au championnat du monde à Las Vegas. Alors, ils nous disent, Club de Poitiers, 400 adhérents, ça commence à 4 ans, ça va jusqu'à 50 ans. Ces jeunes femmes qu'on entendait, on a pourtant, dans les représentations qu'on se fait aujourd'hui des pratiquants du MMA, pardon, je vais être frontale, mais c'est plutôt un sport qui nous renvoie à des jeunes de cité. On se fait complètement une illusion de ces pratiquants. Oui, et puis c'est également traduit dans les médias. Enfin, moi, le combat de 15 ans, c'est ce que j'ai entendu tout le temps. On est toujours mis... on était considérés comme des voyous. Le MMA, c'était que des gamins de cité. Moi, mon club, c'était le Racing Club de France, dans le 7e. Oui, et j'avais 200 élèves, vous voyez. Donc moi, ça ne correspondait pas du tout à ma réalité. Oui, on en fait dans les cités, mais on en fait exactement partout en province. Le club de Johan en est la preuve. Il y a le club également à Thouars qui est dans les Deux-Sèvres, qui cartonne également. Enfin, partout en France, il y a des super clubs qui marchent bien, mais on est loin de l'image en fait qu'on veut bien nous montrer du MMA. Donc il y a bien quelque chose en fait d'un biais dans les représentations, à tel point, je vais citer Roxana Maracineanu qui a été interviewée dans une série du Monde que je vous invite vraiment à lire autour de ces questions. Elle en a parlé, dit-elle, au Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, qui pratiquait la boxe, et Yann Ramirez, celui-ci, lui a répondu que c'était un réel sujet, avec des risques de radicalisation, de communautarisme, de violence dans les quartiers, et qu'il serait préférable d'avoir des réglementations et des contrôles d'agents du ministère public plutôt que de laisser ce sport sans régulation. Est-ce que vous pensez que ce sont ces représentations erronées, comme ce que vient de nous dire Bertrand Amoussou, qui ont conduit finalement à une forme de légalisation ? Alors oui, il y a eu Bertrand Moussou a bien fait de rappeler quand même, voilà, qu'il y a eu des grands clubs de tout niveau social qui pratiquaient depuis bien longtemps déjà le MMA. Il faut quand même rappeler que même en Amérique du Sud, par exemple, vous aviez des classes non défavorisées qui étaient les premiers pratiquants et consommateurs de MMA parce que oui, vous en parlez dans votre livre. Il y a une forme d'inversion d'ailleurs quand les classes populaires arrivent dans ce sport. Et oui, puisque aujourd'hui, vu que ça s'est démocratisé, ça s'est popularisé, forcément, ça va toucher plus de monde. C'est beaucoup plus facile d'accès aujourd'hui qu'avant. Donc forcément, ça attire de nombreux publics. Et parfois, ça peut avoir des publics divers et variés, et notamment des populations qu'il faudrait un peu plus surveiller. Il faut pas le nier. Il peut y avoir aussi quelques foyers où il vaut mieux avoir un contrôle, voilà, une légalisation avec en effet une vision sur ce club. Il ne faut pas le nier. Oui, alors vous dites aussi dans le travail que vous avez mené autour de cela qu'on est dans une forme d'inversion, c'est-à-dire que ce n'est pas un sport qui a finalement été créé par les amateurs sur le terrain, alors coupez-moi si je dis une erreur, mais que c'est aussi cet écosystème qui est lié à l'événementialisation, l'entertainment, qui a conduit en fait à consolider ça. Alors les réseaux sociaux ont aussi participé à cela, la starification de certaines personnalités. On est quoi dans un storytelling et un écosystème qui consolide ce sport ? Tout à fait. Le MMA, via sa version très spectaculaire et professionnelle de l'UFC, a été en quelque sorte un petit peu on va dire, le produit parfait
pour le monde d'aujourd'hui. Puisque si aujourd'hui les réseaux sociaux permettent des diffusions très larges et se nourrit énormément du MMA et inversement, le fait que il y avait cette version très visuellement qui était très marketée, le fait de créer cette enceinte grillagée, forcément on était sur un produit très atypique et qui a plu très rapidement. Donc forcément, c'est un produit qui était déjà vraiment fait pour une sorte un petit peu de, voilà, de sport moderne, professionnel, capitaliste. Oui, Bertrand Amoussou, finalement, c'est un ersatz de catch, quoi, mais en version où on se donne vraiment des coups. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un ersatz de catch? Je pense que si c'était le catch, ça marcherait moins bien. En tout cas, aux États-Unis peut-être, mais ailleurs moins bien. Mhm. C'est devenu un vrai sport avec un ranking. Un Alors, ranking, c'est un un classement, classement, oui. un classement exactement, donc comme dans tous les autres sports, Mhm. parce qu'il faut qu'il y ait une logique sportive. Donc d'où ce ranking. Le catch raconte des histoires. On Ouais. raconte des histoires, mais ce sont les histoires des personnes à côté du combat. Le catch est raconté dans le ring. Mhm. Le MMA n'est pas raconté dans le ring. Mais il Dans y a le quand ring, même- c'est la vérité. Oui, mais il y a quand même une part de storytelling, et vous le dites vous-même, Ah, bien que sûr. dans le MMA, dans cette forme de starification aussi des combattants, leur Et c'est ce présence qui fait sur le les succès, réseaux. attention. Hein. Mhm, mhm. C'est ce qui fait le succès. Je sais plus à côté de qui j'étais lorsqu'il y avait le premier UFC, et la personne me demandait comment ça se fait que tout le monde, enfin que ça marchait autant lorsque l'Australien, c'était Whittaker, est rentré. Fait, mais moi, j'ai jamais entendu parler de lui. Comment ça se fait que tout le monde scande son nom? J'ai dit parce que la plupart des gens sont allés sur Internet, connaissent le nom de son chien, connaissent le nom de sa fille, connaissent sûrement le nom de sa femme, parce qu'ils ont pratiquement grandi avec lui, parce qu'ils l'ont suivi, et que quand il arrive, même si c'est pas chez lui, qu'il arrive à Paris, Mhm. eh ben les gens qui suivent, c'est comme quelqu'un de la famille. En fait, vous nous racontez l'histoire des Kardashians en version sport. C'est-à-dire qu'il y a tout un écosystème qui Je l'aurais s'est pas dit créé. comme ça. Je me permets, mais parce que j'ai un regard de béotienne vraiment très naïf sur ce que vous me racontez. Je ne suis pas une spécialiste de MMA, mais on voit bien qu'il y a un écosystème des médias, des réseaux sociaux, du business aussi, disons-le clairement, puisque des entreprises comme Hexagone MMA, ces ligues comme l'UFC, en fait, c'est du matchmaking. Donc on a des programmateurs presque. Donc on est dans de l'événementialisation. Mais mais c'est exactement ça. Il faut comprendre que les ligues, on dit ligue, mais je ne sais pas si ligue c'est le terme. Les organisateurs, les promoteurs de combat font de la promotion de combat. Mhm. Ils vendent des combats. Alors bien sûr, pour que ça reste sportif, il y a ce classement dont je parlais tout à l'heure, ce ranking, parce qu'il faut qu'il y ait une logique sportive. Mais leur métier, avant tout, c'est de vendre des combats. Donc le vendre le plus possible pour qu'il soit le plus regardé, qu'il y ait le plus de téléspectateurs et de spectateurs possible. Donc forcément, il faut le marketer. Mhm. Yann Ramirez? Oui, le MMA, c'est l'équilibre parfait entre le sport et le spectacle. Ils ont trouvé cet équilibre parfait. En effet, il y a eu un phénomène de sportivisation qui était nécessaire pour rendre ce sport crédible, légitime, mais aussi visible, hein. C'est comme ça qu'ils ont pu rentrer dans les télévisions américaines et maintenant dans nos télévisions françaises. Il fallait le rendre sportif. Donc il y a eu ce phénomène de sportivisation, mais qu'est-ce qui fait vendre? C'est le storytelling, en effet. Si vous voulez vendre, bon, on peut faire une comparaison avec, par exemple, le championnat de foot actuellement de Ligue 1 qui est critiqué un petit peu comme un produit qui ne vend pas. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas assez de ces athlètes. Et bien, dans la MMA, c'est le contraire. Là, on parle beaucoup des athlètes, on vend, on a envie de les suivre, on a envie de les encourager, de les voir, et ils ont tout compris. On est là parce qu'on aime ça, on aime le MMA. Vous écoutez Douce On France nous l'a offert pour notre anniversaire et c'est comme ça qu'on a découvert le MMA. par Nora Hamadi Tous les deux avec mon chéri. Moi, je connaissais déjà la boxe et j'ai dit pourquoi pas. Et sur voilà. France Culture. Retour à l'Arena Futuroscope donc de Poitiers. Vous venez d'entendre des réactions de spectateurs que j'ai glanées pendant une des pauses de la soirée. Alors ce soir-là, 8 combats sont programmés donc par l'organisateur Hexagone MMA, donc dont 5 en tête d'affiche, désignés par ce qu'on appelle un matchmaker. On en parlait à l'instant, une forme de programmateur qui organise donc ces combats professionnels avec des sportifs qui viennent du monde entier. Parmi eux, Lévi Cariel, surnommé le Missile, a une nouvelle fois remporté une victoire impressionnante sur KO, après avoir remporté la palme du KO le plus spectaculaire déjà en 2023. Ce soir-là, son combat avec Raphaël Mebenga a duré seulement 5 secondes. Réaction dans les travées du Futuroscope Arena de Poitiers.
Oui, on est de Poitiers. Mais qu'est-ce qui est abusé? Le crochet, ce qui vient de se passer là, oui. Il vient de se passer quoi? Vous pouvez me raconter? Lévi Cariel qui vient de mettre un crochet à Chaka là. Et franchement, c'était assez brutal. Hein. Ah, donc le MMA, c'est dangereux quand même, c'est ce que je comprends. Bah, c'est dangereux pour les novices, mais ça, c'est les professionnels maintenant. Les gens, ils sont arrivés, c'est le travail, ils se sont entraînés, ils ont pris des coups. Et maintenant, on voit le résultat. Bon, c'est vrai qu'il y en a un qui va avoir un peu mal à la tête demain matin, ça c'est sûr. C'est le travail qui paye. Putain, bien pour lui. Qu'est-ce que tu veux? Step by step, Lévi Cariel. Nous on est Fight Actu du coup sur TikTok. Alors, du coup on a une chaîne qui a 18 000 abonnés pardon. Et du coup en fait nous c'est la première fois qu'on est invité sur un événement comme l'Hexagone MMA et on est là pour le couvrir de A à Z. Du coup nous c'est plus de la réaction en direct. Alors ça c'est plus Nicolas qui gère. Lui, il gère ça avec son téléphone et là du coup moi je suis plus le support, essayer de faire un maximum de contenu et essayer de faire de contenu qualitatif. Et ça marche du coup le MMA sur TikTok? Ça marche plutôt bien, ouais. Ça marche plutôt bien. On est sur une chaîne un peu qui est en expansion. On est passé de 0 à 18 000 abonnés en un an. Alors comment on tombe amoureux, Nicolas, du MMA? En regardant le MMA, moi c'était grâce à mes frères qui regardaient le MMA. Et je regardais beaucoup de foot avant, j'ai regardé du MMA, j'ai joué au jeu de MMA. Et au final, j'ai fait du kickboxing et quand on tombe dans ce sport, on se rend compte que c'est pas comme les autres sports. Il y a une dépense psychologique, mentale et physique. C'est incroyable, c'est tellement beau comme sport. Ça devient de plus en plus populaire. Alors on a eu la boxe qui était assez populaire, mais le MMA ça devient assez médiatique. Et après, faut pas se dire que la cage fait peur, parce que toi-même tu le sais, le MMA à la base, l'UFC, il réfléchissait à un concept qui change. Alors à la base, il réfléchissait à des douves avec des crocodiles. Et au final, il y en a un, il a dit on va mettre une cage, ça sera impressionnant. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant cette cage-là, même si au final, les combattants n'ont pas le droit de s'accrocher à la cage. Ça sert vraiment de support aux combattants et ils travaillent avec la cage. En fait, ce qui a exporté vraiment le MMA, c'est Conor McGregor, à l'époque, qui a fait exploser le MMA en Europe. Conor McGregor, c'est un combattant légendaire irlandais qui est connu pour son trash talk. Le trash talk, c'est la façon de parler à son adversaire, qui est un peu virulent. Et cette personne-là, Conor McGregor, l'a popularisé en Europe et qui a ramené ça d'une façon phénoménale, quoi. En fait, il y a deux façons de voir le MMA. C'est vrai qu'il y a le MMA grand public. Je pense qu'il y en a beaucoup comme vous dans cette salle. Tout ce qu'ils veulent voir, c'est le combat qu'on vient de voir avec un KO, que le gars il tombe par terre parce qu'il a reçu des coups. Mais il y a des gens qui regardent le MMA assez puristes, comme moi et mon collègue ici présent, où on aime bien voir une période au sol, où ils vont chercher un étranglement. Beaucoup trouvent ça ennuyant parce que ça reste au sol, mais c'est des belles techniques à voir aussi. Le MMA, ça s'apprend, et à force d'en regarder, on apprend de plus en plus. Est-ce que je peux vous demander votre âge? J'ai 15 ans. Et toi? 16. Et qu'est-ce qui te plaît? C'est la bagarre, quoi. C'est un peu tout permis. Il n'y a pas que le KO, il y a tout ce qui est soumission, clé de bras, enfin bref, tout ça, c'est ça qui est bien. Ouais. Genre, c'est plus divers. C'est plus complet, c'est plus violent. C'est la violence qui vous fait kiffer là? Le KO là en 5 secondes, ça vous avez kiffé? Ouais. On a kiffé, ouais. Ouais. Toute une préparation juste pour ça, force à lui en tout cas. Et vous suivez du coup les trash talk là des combattants quand ils s'invectivent sur les réseaux, etc. avant les combats? J'avais suivi ceux de Cédric Doumbé et Vaki. Enfin, ils sont beaucoup trash talk. Beaucoup de propagande. Enfin, il se charriait beaucoup et tout. Donc, l'hôpital. Aussi, il a un peu pris la grosse tête Doumbé parce qu'il a mis KO Jordan en 9 secondes. Mais bon, voilà, mais après, faut pas trop prendre la confiance. Tu étais Cédric Doumbé, toi? Moi, j'étais pour Cédric Doumbé, mais vu ce qu'il a dit qu'il allait faire, en fait, il a rien fait. Donc, Bon, et du coup, vous attendez quel combat là ce soir? Moi, là, j'ai regardé. C'est un mec, c'est poids lourd. J'ai pas regardé son prénom, mais j'ai vu dans la story de l'Accor Arena, mais j'ai pas regardé son prénom. J'attends ce combat là. Celui-là, je l'attends.
Voilà, et ce combat des poids lourds que ces jeunes gens attendent, c'est aussi fini par un chaos. C'est un combattant issu de la lutte sénégalaise qui l'a emporté au bout d'un seul round. Et ce soir-là, donc je le disais, sur 8 combats, 3 ont fini en chaos. Et ça pose quand même, Bertrand Amoussou, la question en fait de l'état de santé. Vous disiez tout à l'heure, voilà, il a fallu un cadrage. À un moment, autant de chaos sur une soirée, cette recherche en fait de violence, elle a un prix aussi pour la santé des combattants et combattantes. Oui, en fait, le mot violence, on pourra en parler. Hein. Moi, on va en parler. Je le mets ailleurs, le mot Ouais. violence, mais tout le travail pour essayer de convaincre, justement, pour faire accepter ce sport, il n'était pas sur le fait de dire que le MMA, c'est pas un sport violent ou c'est pas un sport qui peut être dangereux. Parce que si on doit interdire les sports dangereux, c'est pas avec le MMA qu'il faut commencer. On va commencer avec la plongée sous-marine, on va commencer avec tous les sports mécaniques. Vous voyez ce que je veux dire? Ou le rugby, les commotions cérébrales. Voilà. ouais, bien sûr. Maintenant, lorsqu'on parle, moi, le sujet, c'était de dire, dans un pays où on peut faire de la boxe anglaise sans problème, où on peut faire du kickboxing sans problème, où on peut faire de la boxe thaï sans problème, et tous les autres sports de contact, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas se faire de MMA. C'était ça mon sujet. C'était pas de dire que accepter le MMA parce que c'est pas, il y a pas de souci. Oui, il y a des soucis, mais parce que c'est un sport de contact et donc forcément les sports de contact, voilà. Ce que vous nous dites, c'est que ces chaos, qui sont quand même réguliers et qui sont extrêmement spectaculaires, quand vous avez un homme de 2 mètres qui tombe de tout son sou après un seul coup, et là en l'occurrence 5 secondes de combat, c'est quand même assez impressionnant. Vous dites que c'est la même chose qu'avec la boxe, après tout c'est pareil. Non, je me replace dans le combat que j'ai mené par rapport pour la légalisation. Et ça n'a pas été légalisé parce qu'on s'est dit, moi, finalement, c'est pas dangereux. Oui. Lorsque vous prenez un KO, c'est une commotion cérébrale, c'est dangereux. D'accord. C'est également le but. On a entendu les gamins tout à l'heure, ce qu'ils attendent, c'est de voir un KO. Donc, c'est le but recherché, soit un KO, soit une soumission, c'est de finaliser le combat. Mais c'est la même chose dans les autres sports qui sont régulés depuis très longtemps. Yann Ramirez, ces sports sont régulés et en fait, ce cadrage médical, il existe? Il existe et il est particulièrement performant. Je dirais qu'il devrait même être cité un exemple parce que lorsque vous avez en effet un athlète qui est KO à MMA, il y aura une suspension médicale qui sera assez stricte et qui va l'écarter du combat pendant des mois. C'est minimum 2 mois, minimum. Lorsque vous avez un KO dans d'autres sports, vous retrouvez 15 jours plus tard sur le terrain le sportif, et dans certains sports comme dans le cyclisme où vous avez une commotion cérébrale très difficile à déceler pendant la course, vous pouvez avoir un cycliste qui va reprendre la route sur la route après un KO. Donc le MMA a cette particularité d'être assez performant dans le suivi médical, et il faut le dire aussi qu'il a été, en France par exemple, on a suivi des études médicales aux États-Unis ou au Canada qui ont montré que le MMA ne provoquait pas plus de traumatisme crânien, par exemple, que des sports tels que boxe thaï, kickboxing ou boxe anglaise, comme Bertrand Moussou l'a rappelé. Donc si ces sports sont... si le MMA n'est pas plus traumatisant que ces sports déjà légitimes et acceptés, mais pourquoi avoir refusé le MMA pendant des années? Bertrand Amoussou. Et il faut rajouter qu'il l'est même moins. Ça ferait bizarre de dire ça, qu'il l'est moins. Mais dès qu'on le pratique, on le comprend. Dans les sports que Yann vient de citer, on parle de la boxe anglaise, le kickboxing, la boxe thaï, il y a le compte. Lorsque vous prenez un KO, on a tous vu ça à la télé, je tombe KO, donc commotion cérébrale, l'arbitre va te compter jusqu'à 10 secondes pour montrer que j'ai 10 secondes pour pouvoir récupérer. Oui, là, c'est un arrêt immédiat du match. Donc, ça veut dire que, en boxe, par exemple, en boxe anglaise, je vais prendre une commotion, je prends un KO, je me redresse, je recommence, je me reprends un deuxième KO, je me redresse, et c'est au troisième que je suis arrêté. Nous, on prend un KO, c'est 2 mois d'arrêt. C'est pas 10 secondes d'arrêt. Vous voyez, donc lorsqu'on additionne ces combats et qu'on regarde les statistiques, il y a Anthony Hopkins Academy, qui est une grosse académie américaine qui fait beaucoup d'études, a fait des études sur les combats de boxe versus des combats de MMA et a démontré que les combats de MMA étaient beaucoup moins dangereux que les combats de boxe. On entend toutefois dans les paroles de ces jeunes gens un besoin de bagarre, on cherche la bagarre, ce besoin d'expression d'une forme de violence. Ils ont tous parlé de ce fameux Conor McGregor, alors un combattant irlandais
qui d'ailleurs s'est fait connaître par ses formes de trash talk. Donc le trash talk, ce sont ces invectives qu'on s'envoie. Et faut-il le rappeler, celui qui a inventé le trash talk n'est autre que Mohamed Ali. Donc là, on est dans une forme de continuum sur les sports de combat peut-être. Mais ce Conor McGregor, il se présente désormais à la présidentielle. Il est accusé de viol, d'agression sexuelle. Il y a encore quelques semaines dans le bureau ovale chez Trump, qu'il cite comme étant un exemple. Il est profondément et ouvertement d'extrême droite, raciste. Et on dit beaucoup en fait qu'aujourd'hui, des enquêtes encore de l'équipe ces derniers jours ont révélé une forme de gangrène. Bertrand Moussou, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Bien sûr, j'ai vu ces articles qui parlent on parle de groupuscules d'extrême droite mais ça s'explique assez facilement en fait. Lorsqu'on est ce genre de groupuscule ou j'ai même entendu parler de djihadistes qui faisaient du MMA, en fait, tous ces groupuscules font des sports de combat. Donc c'est pas nouveau. Leur entraînement, c'est pas de la natation, c'est des sports de combat. Donc quand ils font des sports de combat aujourd'hui en 2025, c'est du MMA parce que c'est le sport à la mode. Donc on a vite fait de dire ils font du MMA, donc le MMA n'est pas un sport à regarder. Non, ils vont vers le sport de combat le plus efficace dont on parle aujourd'hui, c'est le MMA. C'est le MMA. Yann Ramirez, qu'est-ce que ça dit aussi du rapport à la violence quand on entend ces jeunes gens ? Alors, là, pour rebondir sur Bertrand Moussou, parce qu'en effet, tout à fait, le MMA véhicule tellement une image médiatique et populaire que forcément, il y a une instrumentalisation de tous bords. Vous avez par exemple au Brésil, c'est mon confrère Stéphane Barili en Suisse qui a travaillé là-dessus, le MMA est utilisé comme moyen d'évangélisation. Ah, d'accord. Voilà, donc vous voyez, évangélisation, djihadisme, et évidemment, nous ici, des groupuscules d'extrême droite qui utilisent la violence, c'est-à-dire qu'ils instrumentalisent, ils récupèrent ce phénomène uniquement de violence, il n'y a rien d'autre qui intéresse autre que juste la violence brute. Avant, c'était autre chose. C'est aussi des personnes qui ont utilisé par des années le hooliganisme, voilà, oui, c'est dans le foot, évidemment. Le football, voilà, et il y a eu beaucoup plus de travail là-dessus pour éradiquer ces phénomènes, même si ça n'a pas été fait à 100%. Mais on a une bascule. Ces personnes qui suivaient le foot et qui se bagarraient sur des aires d'autoroute ou à proximité des stades sont aujourd'hui plutôt attirés par le MMA. Et s'il devait y avoir une autre forme, peut-être déviée du MMA dans le futur, ils iront certainement dans cette forme déviée qui serait certainement plus violente que le MMA tel qu'on le connaît aujourd'hui. Toutefois, est-ce que ça vous interroge, ce que vous avez pu entendre à l'instant de ces jeunes gens qui disent qu'ils veulent la bagarre ? Est-ce que cette dimension un peu d'une grammaire viriliste, un peu masculiniste, comme peut d'ailleurs l'apporter Conor McGregor, donc ce combattant irlandais. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, en fait, peut-être de cathartique, mais quoi qu'il en soit, d'une grammaire de la violence ? Yann Ramirez. Oui, la catharsis a toujours existé. Il y avait ce débat à savoir si la forme de consommation visuelle du MMA ou d'autres sports de combat pouvait freiner ça. Or, on a toujours une part de la population qui, elle, va se nourrir et qui aura besoin peut-être aussi de toujours plus, une espèce de néomanie, d'aller chercher toujours plus loin, comme certains peut-être addicts à certains produits. Donc, ces jeunes, il y a ce côté un petit peu, en effet, on va utiliser le MMA comme cette image, en effet, de virilisme, de montrer que moi, je ne recule pas, je sais me servir de mes poings et de mes jambes et que je sais soumettre mon adversaire, un désir de domination sur l'autre. Actuellement, c'est le MMA qui, de par sa popularité et son pouvoir médiatique, malheureusement attire un petit peu cette population-là, mais qui, il y a 20 ans, aurait été attirée par d'autres formes de pratiques sportives violentes. Bertrand Moussou. Oui, quand on parle de MMA, on parle forcément donc d'une discipline avec des règles. Lorsque le sport est arrivé, ça ne s'appelait pas MMA, je l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y avait pas de règles, justement. Et ça, c'est les organisateurs qui ne voulaient pas qu'il y ait de règles. Après, c'est technique pour ne pas favoriser un sport plutôt qu'un autre. Mais ça ne marchait pas tant que ça. Parce qu'en fait, c'était beaucoup plus violent que ça ne l'est aujourd'hui. Et il y a toujours forcément des gens qui allaient voir ça. Mais ça ne marchait si peu que la société SEG, qui dirigeait ces premiers combats de l'UFC, était contente de vendre l'UFC
à Zuffa qui a récupéré l'UFC en 2001. Et c'est Zuffa qui a réglementé et mis des règles, des catégories de poids. Et c'est comme ça que ça marchait. Mais lorsque c'était justement un petit peu tout et n'importe quoi, ça ne marchait pas si bien que ça. Bertrand Amoussou, vous dites aussi, parce que finalement la violence c'est aussi dans notre ADN, il y a plein de gens qui ne veulent pas le reconnaître, mais le combat c'est ce qu'on est. Est-ce que intrinsèquement, c'est pour ça que les sports de combat sont aussi extrêmement pratiqués, on aurait un fond violent qu'il faudrait exprimer dans le cadre de ces sports-là? Mais complètement, enfin, oui, c'est ce qu'on est, on a besoin... regardez les enfants, dès qu'on est contrarié, les gestes qu'on a, c'est pas des gestes de tendresse, c'est des gestes de violence. Et ça, ils l'ont pas, c'est pas les parents qui leur montrent, c'est inné. Donc c'est pour ça que en tout cas les sports de combat, le sport en général, mais plus particulièrement les sports de combat, sont là justement pour essayer de canaliser cette violence et au lieu de l'exacerber. On a souvent reproché au sport de combat d'apprendre à être plus violent. En fait, non, on apprend à canaliser sa violence parce que si on la contrôle, lorsqu'on est en situation justement d'être contrarié, eh bien, en fait, ça nous ramène à notre ego. Ça nous ramène à notre ego. Les gens qui sont violents, ce sont les gens qui se sentent en danger. Donc, comme les animaux. Donc, avant de se retrouver submergé, eh bien, je vais déployer cette violence pour pouvoir stopper l'agression potentielle. Lorsqu'on sait se battre, lorsqu'on est en pleine confiance de ce qu'on a, eh bien, tout se passe bien. Oui, Yann Ramirez, vous parlez d'une société finalement du risque zéro qui serait susceptible d'ignorer un espèce de refoulé, d'impensé. Oui, on a tendance à oublier cette part un petit peu, en effet, d'énergie vitale, d'élan vital qui nous anime. La violence est un moyen d'expression. Et c'est un moyen d'expression pour ceux qui n'arrivent pas à verbaliser, par exemple. Et ici, les sports de combat, ou les sports, enfin toute pratique qui permet un engagement corporel, est un moyen d'extérioriser une certaine violence que l'on porterait en soi. Alors, il y a débat forcément sur la violence en soi, mais en tout cas, c'est un moyen de canaliser, comme le disait Bertrand Moussou, de l'encadrer. Et en effet, c'est tout le côté un petit peu paradoxal de la société d'aujourd'hui, c'est que ce sport se développe dans une période historique où on cherche absolument à protéger le corps, à condamner toute forme de violence, donc à nier un petit peu cette part, de liberté, d'expression corporelle et autres. Et c'est pour ça qu'il a eu du mal à être accepté, parce que ça fait un petit peu un développement à contre-courant. Alors, retour à Poitiers cette fois-ci, pour entendre Jérôme Pourru, le fondateur et président d'Hexagone MMA. On l'écoute. Le MMA, c'est avant tout une histoire entre deux combattants. Une histoire qui se prépare avant le combat, où on doit comprendre pourquoi c'est l'un ou l'autre qui doit gagner. Et c'est ça qui fait que le MMA est magique, parce que on ne sait pas sur quel type de combat on va tomber, on ne sait pas s'il va y avoir un KO, on ne sait pas s'il va y avoir une soumission. Et c'est vrai qu'il y a tellement de questions avant un combat de MMA qu'on a forcément envie de commencer à le regarder, parce qu'on se dit comment ça va finir, qu'est-ce qui va se passer. Votre objectif, c'est d'emmener, et c'est votre titre, Hexagone MMA, le MMA aux quatre coins de France. Pourquoi c'est important selon vous ? Démocratiser le MMA, c'est vraiment mon but. Vous l'entendez, moi je suis toulousain, je ne suis pas de Paris. L'idée, c'est vraiment de se dire que le MMA appartient aux 6 coins de l'Hexagone, et c'est pour ça qu'on s'appelle Hexagone MMA. L'idée, c'est d'aller dans la même saison, on fait 15 dates au Zénith de Paris, au Zénith de Toulouse, au Théâtre Antique d'Orange, on va à l'Arcade Bordeaux. Donc vraiment, l'idée, c'est d'amener le MMA partout en France pour qu'on découvre juste ce sport-là qui est juste un sport de combat magnifique. Le MMA, on voit le côté bling-bling, on voit la lumière, on voit le spectacle, mais derrière, moi je suis un entrepreneur, j'ai la volonté de construire une vraie ligue de MMA professionnelle. Et c'est un investissement de temps, c'est un investissement d'argent. Donc pour moi, ce dont il est question, c'est de montrer le MMA, le populariser, le démocratiser pour que demain, on voit le MMA comme on voit, on va dire aujourd'hui, le football, le rugby. L'idée, c'est de prendre en compte, considérer que le MMA est juste un sport de combat, juste un sport. Pour l'instant, le MMA est rattaché à la fédération de boxe. Est-ce qu'il faudrait aller plus loin et créer une fédération en tant que telle, ou est-ce que ça doit rester là tel que c'est aujourd'hui ? Est-ce que c'est un frein à son développement ?
il faut saluer ce travail colossal qui a été entamé depuis 2020 du côté de la Fédération française de boxe, parce qu'ils ont commencé d'une page blanche. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps que le MMA vive de ses propres ailes avec une logique différente aussi. Et moi, je peux vous dire qu'à titre personnel, j'ai très envie d'être investi pour construire le MMA en France, bien sûr. L'UFC, c'est vraiment la Champions League du MMA. Ça ne sera pas forcément l'idée d'aller chercher d'être meilleur que l'UFC, c'est impossible. Mais si je peux être le numéro 1 en Europe, je signe de suite. Voilà, vous entendiez Jérôme Pourru, le fondateur et président d'Hexagone MMA. Bertrand Amoussou, une ligue spécifique, une fédération de MMA, vous qui avez présidé la fédération internationale, pourquoi pas? Mais ça veut dire aussi une forme d'institutionnalisation, plus de clubs, plus de professeurs diplômés, face à ces machines en face qui sont plutôt dans l'entertainment. Ça va être ça la difficulté. Comment faire pour qu'on ne soit pas juste dans du sport-spectacle? Il y a deux mondes en fait qui se rencontrent. Il y a le monde amateur, donc avec l'IMAF par exemple, même trois mondes on va dire. Il y a le monde récréatif, il y a le monde amateur de compétition, de compétition amateur. Quand je dis amateur, c'est la compétition amateur avec les championnats de l'IMAF, et il y a le monde professionnel. Le monde récréatif, il va englober, on va dire, 95% de ceux qui font du MMA. 95%. Le monde amateur des compétitions, ça va être 3% en plus, 3-4% en plus, et 1% qui vont passer pro. Donc, ce dont il faut s'occuper, c'est les 95%. Ouais. Et c'est là où les professeurs sont importants. Des professeurs qui soient formés, qui soient éduqués pour justement accueillir toutes sortes de publics, pour que justement, on réinverse la pyramide. Parce qu'on l'a expliqué tout à l'heure avec Yann Ramirez, on a commencé par le haut niveau, et maintenant, le sport se développe à sa base. Et là, on est en train de voir une base qui est en train de grossir pour aller chercher après le haut niveau. Ce que vous dites par ailleurs, Bertrand Amoussou, c'est qu'il va falloir aussi penser les sports de combat et le MMA, par exemple, dans le cadre d'une pratique scolaire, pourquoi pas. Yann Ramirez, après tout, ça, c'est la possibilité d'une forme d'institutionnalisation réelle, faire entrer ce type de sport dans les pratiques de PS? Bien sûr, tout à fait, c'est un enjeu et ça existe déjà. Ça existe déjà et on a des initiatives, je pense à La Réunion avec Cédric Certenay, je pense à Rennes avec Hervé Janézello, je pense, il y a plein d'enseignants qui sont issus de l'EPS et qui déjà enseignent dans le secondaire et dans le milieu universitaire, le MMA, puisque il est déjà enseigné, par exemple, dans les sections enfants, avec d'énormes sections dans beaucoup de clubs en France. Et il faut bien rappeler que le MMA, tel qu'il est enseigné dans cette forme éducative, que ce soit avec les enfants ou dans le domaine de secondaire universitaire, c'est vraiment c'est pas l'UFC. Ce sont des cours qui sont uniquement dans un but pédagogique, ludique, et éducatif. Donc il faut vraiment en effet faire la distinction entre ce que l'on voit à la télé avec les combats professionnels et même les combats amateurs qui sont de très gros niveau maintenant, et ce qui se fait dans la grande majorité en effet des pratiquants en France. Il est âgé de 28 ans, 1m88, 76 kg 800. France Culture. C'est le combat le plus important de sa carrière. Nora Amal. Le combat, l'enfant du pays. Douce France. Axel Novoux. Et on l'a entendu tout au long de cette émission pour le MMA, comme d'ailleurs pour d'autres sports de combat, la question de l'image est centrale. Cette image publique doit beaucoup au cinéma. Bonsoir Antoine Nuchter. Bonsoir Nora, bonsoir à tous. Dans votre chronique cette semaine, vous vous penchez sur la façon dont le cinéma s'est emparé de ces disciplines d'une époque à l'autre. Oui Nora, les sports de combat et les arts martiaux sont chez eux sur le grand écran. La chose n'avait rien d'une évidence au départ, mais ces films sont nombreux à être devenus des classiques. De l'inévitable saga Rocky de Sylvester Stallone à Ali, l'hommage de Michael Mann à un Cassius Clay, interprété par Will Smith. Mais pour comprendre ces liens entre cinéma et sport de combat, il faut en revenir à l'une des origines du genre en 1972, la fureur du dragon. Bruce Lee y interprète un certain Tang Lung. J'ai découvert qu'ils se font aider par un dénommé Tang Lung. Comment ça? Uniquement par un homme? Mais cet homme connaît la boxe chinoise, le kung-fu. Le kung-fu.
Voilà, le kung-fu débarque donc sur les écrans du monde entier à cette époque et le public s'est trouvé un nouveau héros en la personne de Bruce Lee, réalisateur, acteur, mais surtout véritable athlète lui-même. Écoutez ce qu'en disait le distributeur du film, René Château. Je trouve que Bruce Lee est un personnage physique étonnant. Je veux dire, c'est un type comme Marcel Cerdan-Père, ou comme Ray Sugar Robinson, ou comme Cassius Clay, qui sont des personnages physiques sur une scène, ou sur un ring, ou sur un écran, qui sont étonnants. On est loin de l'expression philosophique dictée par les Orientaux. Bruce Lee est, paraît-il, le nouveau James Dean. À chaque époque, son idole. Et cette époque voit justement se multiplier les idoles issues des sports de combat, tous des sportifs, impossible de ne pas citer ici Chuck Norris, et surtout Jean-Claude Van Damme, pas encore complètement aware, et même presque timide dans l'une de ses premières apparitions à la télévision française en 1988, pour la sortie du film Bloodsport. Frank Dukes, agent secret occidental, champion du monde de full contact, catégorie poids lourd. Oncle Sam ne peut pas se permettre une défaite. Je pars pour Hong Kong. Jean-Claude Van Damme, c'est lui, karatéka, culturiste, boxeur, adepte du full contact. Je vais vous donner des chiffres. Avec 329 combats gagnants maintenant, il est devenu plus fort que Schwarzenegger, Chuck Norris ou Sylvester Stallone. Le sport allié au cinéma, c'était une carrière que vous aviez prévue? Non, c'était le cinéma d'abord, mais j'ai commencé par le sport. Ah, vous vouliez être acteur avant d'être sportif? C'était un rêve d'enfance. À l'âge de 9 ans, je rêvais déjà d'être dans l'écran. Le cinéma d'abord, ces quelques mots disent beaucoup de l'évolution qui s'opère ces années-là dans les films de sport de combat. C'est le cinéma qui domine. À une époque, on pouvait être issu du monde de la compétition pour transposer une éthique sportive à l'écran. Mais ce lien s'inverse et le cinéma impose ses codes. Le sport demeure la toile de fond, mais l'histoire principale se joue ailleurs. Dans la résilience, par exemple, de Stallone, alias Rocky, parfait représentant de la classe populaire américaine face aux épreuves, ou plus près de nous, dans une certaine crise de la modernité, une crise de sens qui apparaît dans le film Fight Club de David Fincher. Une fois le combat terminé, rien n'était résolu, mais rien n'avait d'importance. Le film représente de manière très stylisée des gens paumés, des gens qui n'arrivent plus à communiquer avec les autres. Des gens qui considèrent que la société les a en quelque sorte émasculés, qu'elle ne leur permet pas de mener une vraie vie. Alors ils cherchent quelque chose à quoi se raccrocher et ils trouvent quelqu'un, Tyler, qui leur dit « Vous voulez appartenir à quelque chose ? Eh bien venez au Fight Club !» Des caves du Fight Club au ring de boxe tout à fait officiel de $1 Million Baby de Clint Eastwood. C'est encore une histoire dramatique, en l'occurrence, qui prend le prétexte du combat pour s'incarner à l'écran. La boxe est d'abord une leçon de vie. Écoutez ce qu'en disait l'actrice du film, Hilary Swank. Je voulais vous demander d'être mon entraîneur. Je prends pas les filles. Peut-être que vous devriez, d'après ceux qui m'ont vu combattre. Il paraît que je suis une dure. Petite, être dur, ça suffit pas. Pour moi, la boxe, c'est une métaphore de la vie. Ce que j'ai appris de plus important avec le film, c'est que lorsque vous êtes sur un ring, il faut y être à 100%. Sinon, ce n'est pas la peine. Alors Yann Ramirez, est-ce que vous rejoignez le constat que je tentais de faire à travers cette chronique? Dans les films traitant de sport de combat, l'essentiel se joue peut-être ailleurs que dans la vraisemblance des combats. C'est peut-être aussi grâce à Bruce Lee et consorts, peut-être qu'ils ont posé les bases sur lesquelles le cinéma a pu reprendre l'initiative les années suivantes. Ah, ça a été des bases très très solides parce que lorsque j'ai réalisé ma première enquête de terrain avec les pionniers du MMA, dont Maître Amoussou, j'ai posé la question à savoir s'ils avaient été influencés par le cinéma et de suite, en effet, que ce soit Bruce Lee ou Jean-Claude Van Damme, apparaissaient comme des sources d'inspiration et en particulier le film Bloodsport par exemple. Alors Bertrand Amoussou, vous, les sports de combat sur le grand écran, c'est que du spectacle. Est-ce qu'il y a quand même des enseignements, y compris dans les films les plus récents? Oui, ils vont forcément se servir de la réalité. Les enseignements, c'est toujours la résilience, le fait de ne jamais lâcher. Enfin, ce sont des enseignements de la vie. Et le sport traduit ça très facilement. Une scène de combat ou un film de Rocky vous raconte tellement d'histoires sur les gens et sur la vie, quoi. Donc oui, en effet. On voit aussi depuis quelques années donc le MMA au-delà des clubs et de la pratique
on le voit maintenant sur les écrans. Netflix a une série qui a été réalisée par Frank Gastambide intitulée La Cage. Donc c'est l'ascension d'une forme de gladiateur des temps modernes avec des références appuyées à la franchise Creed. Creed qui a conduit aussi à des combats, cette fois-ci dans les salles de cinéma avec les spectateurs. Donc, il y a eu pas mal de papiers là-dessus, mais aussi à Rocky 3. Il y a également une télé-réalité, la MMA Academy, dans une chaîne du groupe M6. Est-ce que, Bertrand Amoussou, tout ceci veut dire que la discipline devient totalement mainstream ? Elle l'est, c'est indéniable aujourd'hui, on est forcé de constater. Vous me posez la question à moi, j'ai commencé... à parler le MMA, la première expérience c'est 95, ensuite 2004 avec le magazine Fight Sport, on nous parlait comme si on était on pouvait pas parler de MMA. C'était juste l'évoquer, on avait en face de nous des gens qui nous regardaient. Bah oui, on était diabolisés tout de suite. Vous parlez de sport où tous les coups sont permis, qu'on fait dans une cage avec les frappes au sol. Mais ça va pas. Et aujourd'hui, il y a des séries, c'est sur Netflix, les enfants vont le regarder, trouvent ça super sympa. C'est devenu quelque chose tendance. Yann Ramirez, ce qui le rend peut-être aussi tendance, c'est le fait que des gens comme Mark Zuckerberg, par exemple, ou Elon Musk s'invectivent aussi, passent dans le trash talk et ont failli passer dans l'octogone. On pense aussi à Booba et Karis qui ont bien failli aussi finir dans une cage. Qu'est-ce que ça raconte de ce qui est en train de se passer autour de cette discipline ? C'est une dimension mainstream, mais en fait, elle raconte aussi une part de puissance chez ceux qui souhaitent se mettre en scène. C'est en effet le pouvoir médiatique et l'image est assez monumental. J'essaie de trouver un comparatif et finalement, je ne connais pas de sport qui a actuellement moins de 10 000 licenciés en France, autant présent dans les médias. Il n'y a que le MMA. Ouais. Il n'y a que le MMA qui est capable avec finalement si peu de combattants en France, d'avoir une telle médiatisation. C'est un pouvoir extraordinaire. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos ouvrages. Yann Ramirez, Dans la cage du MMA, sociologie d'un sport du 21e siècle, c'est à lire, c'est une petite bible. Et évidemment, Hors de la cage, mon combat pour la légalisation du MMA en France. Bertrand Amoussou, merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir pour nous expliquer justement pourquoi cet essor. Et peut-être qu'on va s'y mettre, nous aussi, n'est-ce pas Antoine ? Allez, merci Antoine d'avoir préparé cette émission. Merci à Margot Page qui l'a réalisée. Ludovic Auger était à la manette et à la technique. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast et à l'envie sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Notez qu'elle est également accessible aux personnes sourdes et malentendantes. Le lecteur du site ou de l'application vous propose désormais une transcription de l'émission. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, commentez, réagissez par mail ou sur les réseaux sociaux. On vous répond. Rendez-vous vendredi prochain à 20h et d'ici là, très bon week-end évidemment sur France Culture.